Le monde s'est réveillé différemment ce matin-là. Vous avez ouvert votre téléphone et les premières lignes vous ont frappé comme un coup au ventre. Une entreprise titanesque, un empire qui semblait invincible, s'est effondré du jour au lendemain. Les explications officielles arrivent rapidement, trop rapidement peut-être, soignées, lisses, parfaitement cohérentes. Mais quelque chose en vous résiste. Vous sentez ce picotement familier au fond de votre esprit, cette petite voix insistante qui murmure « Il y a autre chose ». Ils ne nous disent pas tout, la vérité est ailleurs. Vos doigts glissent compulsivement sur l'écran, cherchant, fouillant, assemblant des fragments d'informations qui semblent révéler un motif caché, une trame secrète que seuls quelques-uns peuvent percevoir. Vous n'êtes pas paranoïaque. Vous vous dites simplement que vous êtes lucide, que vous voyez ce que les autres refusent de voir. Et quand vous tombez sur un article, un commentaire, une vidéo qui confirme exactement ce que vous soupçonniez, vous ressentez cette satisfaction étrange, presque euphorique, comme si vous veniez de résoudre une énigme cosmique que le reste du monde ignore encore. Mais pourquoi? Pourquoi cette attirance magnétique vers les explications cachées? Pourquoi cette certitude que derrière chaque événement majeur se cache une conspiration, un plan secret, une vérité dissimulée? Freud, le père de la psychanalyse, avait identifié quelque chose de fondamental sur la nature humaine qui explique précisément pourquoi nous construisons ces récits alternatifs, pourquoi nous préférons parfois une histoire complexe et sinistre à une explication simple et prosaïque. Si vous ressentez ce besoin presque irrésistible de chercher les histoires derrière les histoires, si vous vous surprenez à assembler des pièces d'un puzzle invisible que vous êtes convaincu d'être l'un des rares à percevoir, alors ce canal existe pour vous accompagner dans cette exploration de votre propre psyché. Chaque semaine, nous plongeons ensemble dans les mécanismes inconscients qui façonnent notre perception de la réalité, ces forces invisibles que Freud a passé sa vie à cartographier. Inscrivez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune de ces explorations qui pourraient transformer votre compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure. Vous n'êtes pas seul dans cette quête de sens, et comprendre pourquoi vous pensez comme vous pensez est le premier pas vers une liberté authentique. Freud nous a enseigné que l'esprit humain ne supporte pas le chaos. Face à l'incertitude, face à l'aléatoire, face à l'incompréhensible, notre psyché déploie des mécanismes de défense, sophistiqués dont le but premier est de restaurer un sentiment de contrôle et de cohérence. Quand un empire s'effondre soudainement, quand un événement massif bouleverse l'ordre établi, notre inconscient est submergé par une angoisse primitive que Freud appelait l'angoisse de castration. Cette peur, fondamentale de l'impuissance face aux forces qui nous dépassent. Nous ne pouvons pas tolérer l'idée que des choses immenses arrivent par hasard, par une convergence banale de circonstances, par la simple mécanique aveugle de systèmes complexes. Le hasard est insupportable parce qu'il nous confronte à notre vulnérabilité absolue, à notre insignifiance dans un univers indifférent. Alors notre esprit fait ce qu'il fait le mieux. Il construit une histoire. Pas n'importe quelle histoire, mais une histoire où quelqu'un est aux commandes, où des acteurs puissants tirent les ficelles, où chaque événement s'inscrit dans un plan délibéré. Même si ce plan est malveillant, même s'il révèle des forces obscures et menaçantes, il est paradoxalement rassurant. Parce qu'un monde contrôlé par des conspirateurs est moins terrifiant qu'un monde gouverné par le chaos et l'accident. Si quelqu'un contrôle les événements, cela signifie que le monde a un ordre, même un ordre perverti. Si des puissants orchestrent secrètement le cours de l'histoire, alors nous ne sommes pas seuls dans un univers aléatoire et absurde, nous sommes dans un univers structuré où des intentions existent, même si elles nous sont hostiles. Ce mécanisme que Freud décrivait comme la recherche d'un sens face à l'angoisse trouve sa source dans notre enfance la plus primitive. L'enfant ne comprend pas le monde qui l'entoure. Il ne sait pas pourquoi les choses arrivent, pourquoi ses parents sont parfois présents et parfois absents, pourquoi certains de ses désirs sont satisfaits et d'autres frustrés. Face à cette incompréhension fondamentale, l'enfant construit ce que Freud appelait des théories sexuelles infantiles, des explications imaginatives sur l'origine des bébés, sur les différences entre les sexes, sur les mystères du corps et de la reproduction. Ces théories sont souvent bizarres, fantastiques, complètement erronées du point de vue factuel,
mais elles remplissent une fonction psychique cruciale. Elles donnent à l'enfant un sentiment de maîtrise cognitive, l'illusion de comprendre ce qui échappe à sa compréhension réelle. Et cette tendance ne nous quitte jamais complètement. À l'âge adulte, face aux grands mystères de l'existence, aux événements qui défient notre compréhension immédiate, nous redevenons cet enfant qui construit des théories pour combler le vide angoissant du non-savoir. Les théories conspirationnistes sont les théories sexuelles infantiles de l'adulte, confrontées à la complexité écrasante du monde social, économique et politique. Elles offrent une simplicité narrative là où la réalité propose une complexité vertigineuse. Elles transforment l'incompréhensible en compréhensible, le chaos en ordre, l'aléatoire en intentionnel. Maintenant, je dois vous poser une question directe. Vous êtes-vous déjà surpris à ressentir une satisfaction étrange, presque jouissive, quand vous découvrez une information qui confirme vos soupçons sur une histoire cachée? Ce moment où tous les morceaux semblent s'assembler parfaitement et où vous vous dites « je le savais, j'avais raison depuis le début ». Si vous ressentez cela en ce moment même, c'est parce que vous reconnaissez ce mécanisme dans votre propre expérience. Et je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Cette tendance ne fait pas de vous quelqu'un de crédule ou de faible. Elle révèle simplement que vous êtes humain, que votre esprit fait ce que tous les esprits humains font face à l'incertitude et à la peur. Descendez dans les commentaires maintenant et écrivez simplement « Je ressens cela aussi ». C'est tout ce que vous avez à faire. Parce que quand vous partagez cela, une autre personne qui regarde cette vidéo et qui se sent exactement comme vous va lire votre commentaire et va comprendre qu'elle n'est pas seule dans cette lutte intérieure. Votre commentaire peut être la validation que quelqu'un attendait pour commencer à examiner ses propres mécanismes de pensée avec compassion plutôt qu'avec jugement. Alors allez-y, écrivez. Je ressens cela aussi, ou racontez avec vos propres mots ce que vous vivez quand vous vous surprenez à chercher les histoires cachées. 7. Espace et sans jugement. Freud a également identifié ce qu'il appelait la projection, un mécanisme de défense par lequel nous attribuons à l'extérieur, aux autres, au monde, des contenus psychiques qui nous appartiennent, mais que nous ne pouvons pas reconnaître en nous-mêmes. Quand vous êtes convaincu que des forces obscures complotent dans l'ombre, il est possible que vous projetiez sur le monde extérieur vos propres impulsions agressives, vos propres désirs de pouvoir et de contrôle, vos propres fantasmes de toute puissance. Ce n'est pas que ces forces n'existent pas réellement dans le monde, le pouvoir, la manipulation et les secrets existent bel et bien dans les sphères politiques et économiques. Mais l'intensité de votre conviction, la certitude inébranlable que vous ressentez, la charge émotionnelle qui accompagne votre quête de vérité cachée, tout cela révèle quelque chose que, sur votre monde intérieur, autant que sur le monde extérieur. Vous projetez peut-être votre propre sentiment d'impuissance en imaginant des autres tout-puissants. Vous projetez peut-être votre propre méfiance fondamentale issue de blessures relationnelles précoces, en voyant partout la trahison et la duplicité. Vous projetez peut-être votre propre désir inconscient de contrôler un monde qui vous échappe en imaginant que quelqu'un, quelque part, exerce ce contrôle absolu que vous-même désirez secrètement. La théorie du complot devient alors un miroir déformant de vos propres dynamiques psychiques internes, une façon d'externaliser et de rendre visible ce qui se joue dans les profondeurs invisibles de votre inconscient. Il y a aussi ce que Freud appelait le narcissisme de la petite différence, cette tendance à tirer une satisfaction narcissique du fait de se distinguer des masses, de ne pas être dupe comme les autres, d'avoir accès à une connaissance supérieure que le commun des mortels ignore. Croire en une histoire cachée, en une version alternative de la réalité que seuls quelques élus peuvent percevoir, vous place dans une position spéciale, presque élitiste. Vous n'êtes plus un simple spectateur passif des événements. Vous êtes un détective, un chercheur de vérité, quelqu'un qui voit à travers les mensonges officiels. Cette position psychique est extrêmement gratifiante sur le plan narcissique. Elle répare symboliquement les blessures d'insignifiance que la vie moderne inflige quotidiennement. Ce sentiment d'être un rouage anonyme dans une machine gigantesque qui vous dépasse de toutes parts. En vous identifiant comme quelqu'un qui sait, qui comprend, qui n'est pas aveuglé par la propagande, vous restaurez un sentiment de valeur personnelle, de distinction, de
Supériorité cognitive. Peu importe que cette supériorité soit illusoire, peu importe que les preuves que vous assemblez soient fragiles ou circulaires, ce qui compte est la fonction psychique que cette croyance remplit. Elle vous donne un rôle, une identité, une place dans un récit plus grand que vous. Elle transforme votre anxiété diffuse en mission claire, votre impuissance en agence, votre confusion en certitude. Mais Freud nous invite aussi à considérer le prix psychique de ces constructions défensives. Quand vous investissez massivement dans une explication conspirationniste, vous créez ce qu'il appelait une formation réactionnelle, une structure mentale rigide qui doit être constamment défendue contre les informations qui la contredisent. Chaque fait qui ne s'inscrit pas dans votre récit doit être soit réinterprété pour s'y conformer, soit rejeté comme faisant partie de la conspiration elle-même. Votre relation à la réalité devient de plus en plus hermétique, de plus en plus imperméable à la remise en question. Vous développez une pensée circulaire où chaque élément renforce tous les autres, créant un système autoréférentiel qui ne peut plus être interrogé de l'extérieur. Cette rigidité psychique vous protège de l'angoisse à court terme, mais elle vous coupe progressivement de la possibilité d'une véritable rencontre avec la complexité du réel. Elle vous enferme dans une prison mentale où vous êtes à la fois le prisonnier et le gardien, maintenant, activement les barreaux de votre propre enfermement cognitif. Et le paradoxe cruel est que plus vous vous sentez libre, éveillé, libéré des illusions collectives, plus vous êtes en réalité prisonnier d'une structure défensive qui limite sévèrement votre capacité à penser librement, à douter, à changer d'avis, à tolérer l'incertitude. La véritable liberté, nous suggère Freud, n'est pas dans la certitude mais dans la capacité à supporter le doute. Elle n'est pas dans la possession d'une vérité cachée, mais dans l'acceptation humble de notre connaissance partielle et limitée. Elle n'est pas dans la révélation d'un complot ultime, mais dans la reconnaissance que le monde est infiniment plus complexe, plus ambigu, plus mystérieux que n'importe quelle histoire que nous pourrions inventer pour le domestiquer. Quand un empire s'effondre, peut-être que la vérité la plus profonde n'est ni dans l'explication officielle, ni dans la théorie conspirationniste, mais dans l'acceptation que nous ne saurons jamais tout, que certaines choses resteront opaques, que la réalité résiste toujours partiellement à nos tentatives de la capturer dans un récit cohérent. Cette acceptation de l'incomplétude de notre savoir n'est pas une défaite, c'est une libération. Elle nous permet de penser avec souplesse, de réviser nos croyances quand de nouvelles informations apparaissent, de tolérer la coexistence d'explications multiples et partielles, plutôt que de nous cramponner à une explication unique et totalisante. Elle nous permet de vivre dans un monde qui ne sera jamais complètement transparent, complètement compréhensible, complètement maîtrisable, et de trouver dans cette opacité même non pas une menace, mais une invitation à l'humilité intellectuelle et à la curiosité perpétuelle. Ce que Freud nous enseigne finalement, c'est que notre besoin de croire aux histoires cachées révèle moins quelque chose sur le monde extérieur que sur notre monde intérieur. Il révèle nos angoisses les plus profondes, nos désirs refoulés de toute puissance, nos blessures narcissiques, notre incapacité à tolérer le hasard et l'absurde. Reconnaître ces motivations inconscientes n'invalide pas nécessairement nos questionnements sur les structures de pouvoir, sur les mensonges institutionnels, sur les vraies manipulations qui existent dans nos sociétés. Mais cela nous permet de distinguer entre une critique rationnelle et informée des systèmes de pouvoir et une fuite défensive dans des récits compensatoires qui nous protègent de notre propre impuissance ressentie. Cela nous permet de nous demander, quand je ressens cette certitude absolue que je détiens la vérité cachée, qu'est-ce que cette certitude répare en moi? Quelle angoisse apaise-t-elle? Quel fantasme de maîtrise accomplit-elle? Cette auto-interrogation n'est pas confortable. Elle nous oblige à regarder nos propres mécanismes de défense en face, à reconnaître que nous ne sommes pas les observateurs neutres et lucides que nous croyons être, mais des êtres façonnés par des forces inconscientes qui influencent profondément notre perception de la réalité. Vous pouvez continuer à chercher les histoires cachées, à questionner les versions officielles, à assembler les pièces du puzzle. Mais faites-le avec conscience de ce qui vous anime, avec lucidité sur les besoins psychiques que cette quête satisfait en vous. Demandez-vous régulièrement,
Est-ce que je cherche la vérité ou est-ce que je cherche le soulagement de mon angoisse? Est-ce que j'examine les preuves avec honnêteté intellectuelle ou est-ce que je sélectionne celles qui confirment ce que je veux déjà croire? Est-ce que je suis ouvert à changer d'avis si les faits me contredisent ou est-ce que je défends ma position comme si ma survie psychique en dépendait? Ces questions ne sont pas faciles, elles demandent un courage intellectuel et émotionnel considérable. Mais c'est précisément dans cette capacité à vous interroger vous-même, à douter de vos propres certitudes, à reconnaître vos angles morts, que réside la possibilité d'une véritable libération. Non pas la libération illusoire de celui qui croit détenir la vérité cachée, mais la libération authentique de celui qui accepte de ne pas tout savoir, de ne pas tout contrôler, de ne pas tout comprendre, et qui trouve dans cette acceptation même une paix plus profonde que toutes les certitudes du monde. Le jour où un empire disparaît, vous avez le choix. Vous pouvez construire une histoire qui apaise votre angoisse en plaçant des conspirateurs tout-puissants aux commandes, restaurant ainsi l'illusion d'un monde ordonné où quelqu'un sait ce qu'il fait. Ou vous pouvez accepter que parfois les empires s'effondrent simplement parce que des systèmes complexes atteignent leur point de rupture, parce que des erreurs s'accumulent, parce que l'hubris humaine rencontre les limites de la réalité, sans qu'un plan secret ne soit nécessaire pour expliquer la chute. Vous pouvez accepter que le monde soit à la fois plus banal et plus mystérieux que vos histoires ne peuvent le capturer. Et dans cette acceptation, dans cette tolérance de l'incertitude, dans cette humilité devant la complexité irréductible du réel, vous trouverez peut-être quelque chose de plus précieux que toutes les vérités cachées. Vous trouverez la liberté intérieure de celui qui n'a plus besoin de contrôler le récit pour exister, qui n'a plus besoin de certitudes absolues pour se sentir en sécurité, qui peut simplement être présent à ce qui est dans toute son opacité magnifique et terrifiante.